La pluie battante de novembre frappait les vitres du luxueux appartement parisien situé dans le 16e arrondissement, créant une mélodie monotone qui semblait refléter l'humeur sombre de Maxime Dubois. Debout devant la baie vitrée de son bureau, le milliardaire de 34 ans observait les lumières scintillantes de la tour Eiffel au loin, ses mains crispées dans les poches de son costume Armani impeccablement taillé. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés, malgré l'heure tardive, et ses yeux verts, habituellement perçants et déterminés, trahissaient une fatigue profonde qu'aucun montant d'argent ne pouvait effacer. Derrière lui, le chaos régnait dans ce qui était censé être la chambre d'enfant la plus sophistiquée de tout Paris. Des jouets coûteux jonchèrent le sol en marbre italien, mélangés à des livres déchirés et des vêtements éparpillés. Au centre de cette dévastation, deux petites silhouettes identiques de 4 ans se tenaient debout sur leur lit, jumeaux, brandissant des épées en plastique comme des guerriers victorieux. Léo et Emma Dubois, avec leurs boucles blondes héritées de leur défunte mère et les yeux verts perçants de leur père, étaient à la fois la plus grande joie et le plus grand défi de l'existence de Maxime. « Papa, papa, regarde comme on est fort !» cria Léo en sautant d'un lit à l'autre avec une agilité qui aurait impressionné un acrobate professionnel. Sa sœur jumelle Emma le suivit immédiatement, ses petites jambes propulsant son corps avec une détermination farouche. « On a fait partir la méchante dame. Elle était même pas gentille avec nous, » ajouta-t-elle, ses joues rougies par l'excitation et l'effort. Cher lecteur, si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour nous encourager. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous des jumeaux Léo et Emma? Sont-ils adorables ou terrifiants? Votre avis nous intéresse énormément. Maxime se retourna lentement, passant une main fatiguée dans ses cheveux. Madame Bertrand, la 17e nounou en 6 mois, était partie en claquant la porte il y a moins d'1 heure, jurant qu'elle ne remettrait jamais les pieds dans cette maison de fous et que ses 40 années d'expérience avec les enfants ne l'avaient jamais préparée à de tels petits démons. Ces mots exacts résonnaient encore dans l'esprit du père désespéré. « Monsieur Dubois, vos enfants ne sont pas difficiles, ils sont impossibles. Ils ont transformé ma chambre en piscine avec le tuyau d'arrosage, ont peint les murs de la cuisine avec du chocolat fondu et ont réussi à faire s'échapper le chat des voisins qu'ils avaient emprunté pour jouer au vétérinaire. » Le téléphone sonna, brisant le silence tendu. Maxime décrocha d'un geste las, reconnaissant immédiatement la voix de Madame Rousseau, directrice de l'agence de placement la plus réputée de Paris. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle d'un ton professionnel, mais légèrement embarrassé, « je dois être franche avec vous. Après l'incident d'aujourd'hui avec Madame Bertrand, et compte tenu des expériences précédentes, nous n'avons plus de candidates disponibles dans notre réseau habituel. Vos enfants ont acquis une certaine réputation dans le milieu et... » « Une réputation ?» l'interrompit Maxime, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Au cours des derniers mois, Léo et Emma avaient réussi l'exploit de faire fuir des nounous expérimentés en record de temps. La première, Mademoiselle Laurent, avait tenu exactement 18 heures avant de découvrir ses chaussures remplies de compote de pommes. La deuxième, Madame Petit, était partie au bout de 2 jours quand les jumeaux avaient réorganisé tous les meubles de sa chambre pendant qu'elle dormait, créant un labyrinthe qu'elle avait mis 3 heures à traverser pour atteindre la porte. « Oui, une réputation », confirma Madame Rousseau. « Cependant, j'ai peut-être une solution. Il y a une jeune femme, Céleste Martin, 26 ans, qui vient de terminer ses études en psychologie de l'enfant à la Sorbonne. Elle n'a pas encore d'expérience professionnelle en tant que nounou, mais ses références académiques sont exceptionnelles. De plus, elle a grandi dans une famille nombreuse, avec 6 frères et sœurs, tous plus turbulents les uns que les autres. Elle semble différente des autres. Maxime regarda ses enfants qui avaient maintenant décidé de construire une forteresse avec leurs oreillers et leurs couvertures, utilisant leurs épées en plastique pour défendre leur territoire contre les envahisseurs adultes. Malgré le chaos qu'ils créaient, il ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant leur complicité parfaite et leur imagination débordante. Ses enfants étaient tout ce qui lui restait de Marianne, sa femme décédée dans un accident de voiture 2 ans auparavant, et il les aimait plus que sa propre vie. « Très bien », soupira-t-il finalement. « Envoyez-moi son dossier et organisez un entretien pour demain matin. Mais prévenez-la de ce qui l'attend. Je ne veux pas qu'elle arrive ici avec des illusions sur ce travail. C'est déjà fait, monsieur Dubois. Elle sera chez vous demain à 9 heures précises. Et monsieur... Cette jeune femme m'a dit quelque chose d'intéressant
quand je lui ai expliqué la situation. Elle a dit « Les enfants ne sont jamais le problème, ils sont simplement la solution qu'on n'a pas encore comprise. » Cela m'a semblé prometteur. Après avoir raccroché, Maxime observa à nouveau ses enfants. Léo était maintenant en train d'expliquer à sa sœur une stratégie complexe pour capturer le chat imaginaire qui se cachait sous le lit, tandis qu'Emma approuvait avec des hochements de tête solennels, comme si elle assistait à un briefing militaire de la plus haute importance. Leur intelligence était indéniable, tout comme leur créativité et leur capacité à travailler en équipe. Le problème n'était pas qu'ils étaient méchants ou mal élevés, ils étaient simplement intenses. « Papa » appela soudain Emma, interrompant ses réflexions. « Tu es triste parce que la dame est partie ?» Sa petite voix était devenue douce, presque inquiète, et Maxime sentit son cœur se serrer. Malgré leur comportement chaotique, ses enfants étaient étonnamment empathiques et perceptifs. « Non, ma puce, » répondit-il en s'approchant d'eux. « Papa réfléchit, c'est tout. »« On va avoir une nouvelle nounou ?» demanda Léo, ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, brillant d'une curiosité mêlée d'appréhension. « Peut-être, » admit Maxime en s'asseyant sur le bord du lit d'Emma. « Mais cette fois, j'aimerais que vous donniez une chance à la nouvelle personne. Est-ce que vous pouvez me promettre d'être gentil ?» Les jumeaux échangèrent un regard complice. Cette communication silencieuse qu'ils avaient développée depuis leur plus jeune âge, et qui permettait parfois à Maxime de croire qu'ils partageaient réellement les mêmes pensées. « On promet d'essayer, papa, » dit finalement Emma. « Mais seulement si elle est gentille avec nous d'abord. Et si elle nous comprend, » ajouta Léo avec cette sagesse troublante qu'il montrait parfois, rappelant à Maxime que ses enfants étaient beaucoup plus intelligents que leur âge ne le laissait supposer. Cette nuit-là, Maxime resta éveillé dans son bureau, consultant les rapports financiers de son empire technologique, tout en réfléchissant à sa situation personnelle. Dubois Innovation, la société qu'il avait fondée à 24 ans, était devenue l'une des entreprises les plus prospères d'Europe, spécialisée dans le développement d'intelligence artificielle et de technologies innovantes. Il avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Richesse, succès, reconnaissance. Tout, sauf la paix dans sa propre maison. Depuis la mort de Marianne, il avait essayé de compenser son absence en offrant à ses enfants tout ce que l'argent pouvait acheter. Les meilleurs jouets éducatifs, des cours particuliers avec des professeurs renommés, des sorties dans les plus beaux endroits de Paris. Mais rien ne semblait fonctionner. Les jumeaux continuaient à tester les limites, à défier chaque figure d'autorité qui entrait dans leur vie, comme s'ils cherchaient quelque chose que personne n'arrivait à leur donner. Le lendemain matin arriva plus vite que Maxime ne l'aurait souhaité. À 8h30, il était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner des enfants tout en essayant de remettre de l'ordre dans l'appartement. L'immense penthouse de 400 mètres carrés, décoré par les meilleurs designers d'intérieur de Paris, ressemblait davantage à un champ de bataille qu'à un foyer élégant. Des traces de doigts ornaient les murs blancs immaculés, des jouets traînaient sur le canapé en cuir italien à 15 000 €, et une mystérieuse substance collante, qu'il préférait ne pas identifier, maculait le tapis persan authentique du salon. À 9 heures précises, la sonnette retentit. Maxime ajusta sa cravate, prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée, s'attendant à voir arriver une jeune femme anxieuse et peu assurée, comme la plupart des candidates précédentes. Ce qu'il découvrit en ouvrant la porte le surprit complètement. Céleste Martin se tenait dans le couloir, et sa seule présence semblait illuminer l'espace environnant. Grande et élancée, avec de longs cheveux châtains aux reflets dorés, attachés en une queue de cheval décontractée, elle portait un jean simple mais élégant et un pull en laine crème qui soulignait ses yeux noisettes pétillants d'intelligence et de bienveillance. Ce qui frappa le plus Maxime, cependant, c'était son sourire, authentique, chaleureux, sans aucune trace de l'appréhension qu'il avait vue chez toutes les autres candidates. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle d'une voix claire et mélodieuse, avec un léger accent du Sud qui trahissait ses origines provençales. « Je suis Céleste Martin. J'espère que je ne suis pas en retard ?»« Non, vous êtes parfaitement à l'heure, » répondit-il, encore légèrement déstabilisé par son assurance naturelle. « Entrez, je vous prie. » Céleste pénétra dans l'appartement, et Maxime observa attentivement sa réaction au chaos ambiant. La plupart des candidates précédentes avaient écarquillé les yeux d'horreur ou tenté de cacher leur choc derrière des sourires forcés. Céleste, elle,
parcourut le salon du regard avec l'œil d'un expert, hochant légèrement la tête comme si elle évaluait la situation de manière purement professionnelle. « Je vois que les enfants ont été créatifs », commenta-t-elle avec un petit rire. « Ce mélange de peinture à l'eau et de pâte à modeler sur le mur, c'est du grand art. Ils ont dû passer des heures à perfectionner cette technique. » Maxime la regarda, surpris. « Vous n'êtes pas choqué ?»« Choqué? Non, pas du tout. Impressionné par leur ingéniosité plutôt. Il faut une réelle coordination et beaucoup d'imagination pour créer un tel niveau de, disons, expression artistique, spontanée. » À ce moment précis, un crash retentissant vint de l'étage, suivi de 2 éclats de rire complices. Maxime ferma les yeux, se préparant mentalement à découvrir leur dernière catastrophe, mais Céleste ne sembla même pas sursauter. « Je suppose que ce sont Léo et Emma ?» demanda-t-elle calmement. « Probablement. Écoutez, mademoiselle Martin, je dois être honnête avec vous. Mes enfants sont particuliers. En 6 mois, 17 nounous ont démissionné. Certaines au bout de quelques heures. Seulement, si vous décidez d'accepter ce poste, vous devez savoir que vos enfants testent les limites parce qu'ils cherchent quelqu'un qui les comprenne vraiment, l'interrompit-elle doucement. Monsieur Dubois, j'ai lu le dossier que Madame Rousseau m'a envoyé. Vos enfants ont perdu leur mère à un âge crucial. Ils vivent avec un père qu'ils adorent, mais qui est souvent absent à cause de son travail. Et ils ont vu défiler une parade d'adultes qui tentaient de les corriger au lieu de les comprendre. Leur comportement n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie émotionnelle. Ces paroles touchèrent Maxime en plein cœur. Personne n'avait jamais décrit la situation de ses enfants avec une telle perspicacité et une telle compassion. « Vous pensez vraiment pouvoir les aider ?» demanda-t-il, et pour la première fois depuis des mois, il y avait une note d'espoir dans sa voix. « Je pense pouvoir les comprendre », répondit Céleste. « Et parfois, c'est tout ce dont un enfant a besoin pour commencer à faire confiance. » Un nouveau crash, plus fort cette fois, résonna depuis l'étage. Maxime soupira et se dirigea vers l'escalier, mais Céleste posa doucement une main sur son bras pour l'arrêter. « Permettez-moi » dit-elle simplement. Sans attendre sa réponse, elle se dirigea vers l'escalier d'un pas assuré. Maxime la suivit, curieux de voir comment elle allait gérer sa première rencontre avec les petits démons qui avaient terrorisé tant d'adultes expérimentés. Arrivée devant la porte de la chambre des enfants, Céleste s'arrêta et écouta attentivement. De l'intérieur provenaient des chuchotements excités et le bruit de quelque chose qu'on traînait sur le sol. « Léo, Emma » appela-t-elle d'une voix claire, mais non autoritaire. « Je m'appelle Céleste. Votre papa m'a dit que vous étiez des experts en constructions extraordinaires. J'aimerais beaucoup voir vos créations, si vous voulez bien me les montrer. » Le silence se fit instantanément. Maxime retint son souffle, s'attendant à tout. Des cris, des objets lancés contre la porte, ou pire encore. Au lieu de cela, il entendit Emma chuchoter. « Elle a dit qu'on était des experts ? Et elle veut voir nos créations », ajouta Léo, sa voix trahissant une surprise mêlée d'intérêt. La porte s'ouvrit lentement, révélant 2 petites têtes blondes qui observaient Céleste avec une curiosité prudente. La chambre derrière eux était dans un état encore pire que d'habitude. Le contenu entier de leur commode semblait avoir été utilisé pour construire une structure complexe qui ressemblait vaguement à un château fort, avec des tours faites de livres empilés et des douves creusées dans les tapis avec ce qui semblait être de la crème de rasage de leur père. « Waouh !» dit Céleste avec une admiration genuine. « C'est absolument extraordinaire. Vous avez construit tout ça ce matin. » Les jumeaux échangèrent à leur regard complice habituel, mais cette fois, Maxime y décela quelque chose de différent, de la fierté, mêlée à une pointe d'incertitude. « Tu aimes vraiment ?» demanda Emma timidement. « J'adore. Expliquez-moi votre plan. Comment avez-vous décidé de l'architecture? Et cette utilisation de la crème à raser pour les douves, c'est génial. Ça donne un effet brumeux, très réaliste. » Pour la première fois depuis des mois, Maxime vit ses enfants sourire. Pas de ces sourires malicieux qu'ils arboraient après leurs bêtises, mais de vrais sourires d'enfants heureux d'être compris et appréciés. Léo fut le premier à sortir complètement de la chambre, suivi de près par sa sœur. Ils se placèrent de chaque côté de leur création, comme des guides touristiques fiers de présenter leur œuvre. « On a commencé par faire les fondations », expliqua Léo avec le sérieux d'un architecte professionnel. Emma a eu l'idée d'utiliser les gros livres de papa parce qu'ils sont lourds et stables. Et moi, j'ai pensé à la crème à raser pour les douves parce que dans les vrais châteaux, il y a de l'eau autour et ça faisait comme de la brume magique, ajouta Emma, ses yeux brillants d'excitation.
Céleste s'agenouilla pour être à leur hauteur, examinant chaque détail de leur construction avec l'attention qu'elle aurait accordée à une œuvre d'art dans un musée. Et ces tours, comment avez-vous résolu le problème de l'équilibre? Parce que je vois que vous avez utilisé des objets de différentes tailles, ce qui est très complexe structurellement. Maxime observait la scène avec fascination. Jamais personne n'avait pris leur bêtise au sérieux de cette manière. Les autres nounous voyaient le désordre et la désobéissance. Céleste voyait l'intelligence et la créativité. « On a fait des tests !» s'exclama Léo. « Au début, ça tombait tout le temps. Alors on a mis les choses lourdes en bas et les légères en haut. C'est exactement le principe de la gravité et de l'équilibre. Vous faites de la physique appliquée sans le savoir. C'est formidable. » Emma s'approcha un peu plus près de Céleste, sa méfiance initiale commençant visiblement à s'estomper. Les autres dames, elles criaient quand on faisait ça. Elles disaient qu'on était méchants. Méchants? Oh non, pas du tout. Vous êtes des inventeurs, des explorateurs, des scientifiques. Mais, ajouta Céleste, en regardant autour d'elle, je pense qu'on pourrait trouver des moyens encore plus extraordinaires de construire vos créations, des moyens qui vous permettraient de faire des choses encore plus impressionnantes. Comment ça? Demanda Léo, immédiatement intéressé. Eh bien, par exemple, si vous vouliez construire un château encore plus grand, qu'est-ce qui vous limiterait actuellement? Les jumeaux réfléchirent sérieusement à la question. L'espace, proposa Emma. Et il faut nettoyer après, sinon papa il est fâché, ajouta Léo, en jetant un regard coupable vers son père. Exactement. Alors, si je vous disais qu'il existe des endroits spécialement conçus pour construire des châteaux géants, où vous pourriez utiliser de vrais matériaux de construction adaptés aux enfants, et où vous n'auriez pas besoin de nettoyer parce que c'est fait pour ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Les yeux des enfants s'illuminèrent simultanément. « Ça existe vraiment ?» demanda Emma, n'osant pas y croire. « Oh oui, et ce n'est qu'un exemple. Il y a des ateliers de peinture où vous pouvez peindre sur les murs, des laboratoires pour enfants où vous pouvez faire des expériences scientifiques sans danger, des jardins où vous pouvez creuser et construire des tunnels. » Maxime écoutait, impressionné par la manière dont Céleste transformait ce qui semblait être un problème insurmontable en opportunité d'apprentissage et d'épanouissement. Mais pour pouvoir faire toutes ces choses extraordinaires, continua Céleste, il faudrait qu'on travaille en équipe, parce que pour aller dans ces endroits magiques, il faut respecter certaines règles. Pas des règles ennuyeuses pour vous embêter, mais des règles pratiques pour que tout le monde puisse s'amuser en sécurité. « Quelles règles ?» demanda Léo, toujours méfiant mais visiblement intéressé. « Par exemple, avant de construire quelque chose dans la maison, on pourrait d'abord faire un plan ensemble, comme de vrais architectes. On dessinerait notre projet, on choisirait les meilleurs matériaux et on préparerait l'espace. Comme ça, vos créations seraient encore plus impressionnantes et votre papa pourrait les admirer sans s'inquiéter pour ses affaires. » Emma sembla considérer cette proposition avec le sérieux d'un adulte. « Et si on a une super idée et qu'on veut la faire tout de suite? Alors on prend 5 minutes pour en parler ensemble. Parfois, quand on explique nos idées à quelqu'un d'autre, elles deviennent encore meilleures. Et moi, j'adore les super idées. » Maxime sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il entrevoyait une lueur d'espoir. Cette jeune femme ne cherchait pas à briser l'esprit de ses enfants ou à les forcer dans un moule. Elle tentait de canaliser leur énergie créatrice de manière constructive. « Céleste, » dit soudain Emma, « tu vas rester longtemps avec nous ?» La question simple mais chargée d'émotion fit écho dans le silence. Maxime réalisa que ses enfants avaient appris à ne pas s'attacher trop rapidement aux adultes qui entraient dans leur vie, sachant par expérience que la plupart partirent bientôt. « J'aimerais beaucoup rester, » répondit Céleste avec sincérité, « mais ça dépendra de vous aussi. Si on arrive à bien travailler ensemble, si on se comprend bien et si vous me faites confiance, alors j'espère qu'on pourra faire beaucoup d'aventures extraordinaires ensemble. Et si on fait des bêtises ?» demanda Léo avec cette honnêteté brutale caractéristique des enfants. « Tout le monde fait des erreurs, Léo, même les adultes. Moi aussi, il m'arrive de renverser des choses ou d'oublier où j'ai mis mes clés. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs et d'essayer de mieux faire la prochaine fois. Et surtout, de se parler quand quelque chose ne va pas. » Maxime intervint doucement. « Céleste, que diriez-vous de commencer par une période d'essai? Une semaine pour voir si tout le monde se sent à l'aise. C'est une excellente idée, approuva-t-elle. Léo, Emma, qu'est-ce que vous en pensez? Les jumeaux se consultèrent du regard avant de hocher la tête ensemble. D'accord, dit Emma.
Mais tu promets de pas crier si on fait quelque chose de mal? Je promets de toujours vous parler avec respect, comme j'aimerais qu'on me parle. Et vous, vous pouvez me promettre de toujours me dire la vérité, même si vous pensez que je ne vais pas aimer ce que vous avez fait. Promis, dirent-ils en chœur. Parfait. Alors maintenant, que direz-vous de m'aider à transformer ce magnifique château en une version encore plus extraordinaire? On pourrait peut-être le déplacer dans un endroit où il ne risque pas d'être abîmé et utiliser des matériaux qui nous permettront de le faire encore plus grand. L'enthousiasme des enfants était palpable. Ils commencèrent immédiatement à bombarder Céleste de questions et d'idées, leur énergie habituelle canalisée vers un projet constructif pour la première fois depuis longtemps. Maxime les observa pendant quelques minutes, puis se retira discrètement pour les laisser faire connaissance. Dans son bureau, il s'installa dans son fauteuil en cuir et prit quelques minutes pour réfléchir à ce qu'il venait de voir. Cette jeune femme avait réussi en quelques minutes ce que 17 nounous expérimentés n'avaient pas pu accomplir en 6 mois. Elle avait gagné le respect et l'intérêt de ses enfants. Son téléphone vibra. Un message de son assistant lui rappelait qu'il avait une réunion importante dans 1 heure avec des investisseurs japonais. Habituellement, l'idée de laisser ses enfants avec une nouvelle nounou le rendait anxieux, mais aujourd'hui, pour la première fois, il se sentait soulagé. Il retourna à l'étage pour prévenir qu'il devait s'absenter. Ce qu'il découvrit le surprit encore une fois. En moins de 30 minutes, Céleste et les enfants avaient transformé le chaos de la chambre en un projet organisé. Le château avait été soigneusement déplacé sur une grande bâche étalée au centre de la pièce et les jumeaux étaient en train de dessiner des plans d'amélioration sur des feuilles de papier, sous la direction bienveillante de leur nouvelle nounou. « Papa! Papa! Regarde !» s'écria Léo en courant vers lui, brandissant son dessin. « On va faire un château avec de vrais ponts-levis qui bougent et des donjons secrets avec des passages cachés, » ajouta Emma, tout aussi excitée. « C'est formidable, » dit Maxime, et il le pensait vraiment. « Écoutez, je dois partir au bureau pour quelques heures. Céleste va rester avec vous, et j'espère que vous allez bien vous occuper d'elle. »« Oui, papa », répondirent les jumeaux en chœur, avant de retourner à leur dessin. Céleste s'approcha de Maxime. « Allez-y, l'esprit tranquille. Nous allons passer un excellent moment ensemble. »« Merci, dit-il, et il réalisa qu'il n'avait pas ressenti une telle sérénité en partant au travail depuis la mort de Marianne. Mon numéro est sur le réfrigérateur, ainsi que celui du médecin et du commissariat. Les enfants déjeunent à midi et... Monsieur Dubois, l'interrompit gentiment Céleste, tout va bien se passer. Concentrez-vous sur votre travail. En partant, Maxime entendit les rires de ses enfants mélangés à celui, musical et authentique de Céleste, un son qu'il n'avait pas entendu dans cette maison depuis bien trop longtemps. Pendant ce temps, dans la chambre des enfants, Céleste observait attentivement Léo et Emma while they worked on their drawings. Elle commençait à comprendre leur dynamique. Léo était le stratège, toujours en train de planifier et d'organiser, tandis qu'Emma était l'artiste, apportant créativité et couleur à leur projet commun. Ils fonctionnaient comme une unité parfaitement synchronisée, se complétant naturellement. « Céleste, » dit soudain Emma en levant les yeux de son dessin, « pourquoi tu es différente des autres dames ?» La question directe ne surprit pas Céleste. Les enfants avaient cette capacité remarquable d'aller droit au cœur des choses. « En quoi suis-je différente selon toi ? Tu ne nous as pas dit d'arrêter de faire notre château. Tu as dit qu'il était beau. Parce qu'il était beau, vous avez travaillé dur pour le créer, vous avez utilisé votre imagination et vous avez résolu des problèmes complexes. Pourquoi je vous aurais dit d'arrêter ?» Léo posa son crayon et regarda Céleste avec ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, mais emplis d'une sagesse troublante pour son âge. Les autres, elles voulaient qu'on soit sage, mais on n'osait pas comment être sage comme ça, tout le temps assis sans rien faire. Cette révélation frappa Céleste en plein cœur. Ces enfants brillants et énergiques avaient été contraints de refouler leur nature profonde par des adultes qui ne comprenaient pas que leur agitation était en réalité de l'intelligence en action. « Léo, Emma, écoutez-moi bien, » dit-elle en s'asseyant en tailleur face à eux. « Il n'y a rien de mal à avoir de l'énergie et des idées. Au contraire, c'est un cadeau extraordinaire. Le problème, c'est quand cette énergie fait du mal à quelqu'un ou casse des choses importantes. Mais on peut apprendre à utiliser cette énergie de manière encore plus créative. »« Comment ?» demanda Emma, ses yeux noisettes brillant de curiosité. « Par exemple, quand vous avez envie de peindre sur les murs, au lieu de le faire directement, on pourrait installer de grands papiers sur les murs ou aller dans un endroit spécialement prévu pour ça.
Quand vous voulez construire quelque chose de grand, on cherche le bon endroit et les bons matériaux. L'idée n'est pas de vous empêcher de créer, mais de vous aider à créer encore mieux. Léo sembla réfléchir intensément à ces paroles. Et si on a envie de faire quelque chose tout de suite maintenant? Alors on prend 2 minutes pour réfléchir ensemble. Parfois, l'attente rend les choses encore plus excitantes. Et parfois, on trouve des idées encore meilleures en y pensant un peu plus. Emma se leva et s'approcha de Céleste, la regardant droit dans les yeux avec cette intensité que seuls les enfants savent avoir. « Tu promets que tu vas pas partir comme les autres ?» La question était si vulnérable, si pleine d'espoir mêlé de peur, que Céleste sentit sa gorge se serrer. Ses enfants avaient déjà vécu trop d'abandon pour leur âge. « Emma, je ne peux pas te promettre que je ne partirai jamais, parce que parfois, dans la vie, les choses changent, et ce n'est la faute de personne. Mais je peux te promettre que si je pars un jour, ce ne sera jamais parce que vous m'avez fait de la peine ou parce que vous êtes difficile. Et je peux te promettre que tant que vous voudrez de moi, j'ai très envie de rester et de vivre plein d'aventures avec vous. » Léo vint rejoindre sa sœur et soudain, Céleste se retrouva avec 2 petits corps chaleureux, blottis contre elle dans un câlin spontané et touchant. « On veut que tu restes, » murmura Léo contre son épaule. « Moi aussi j'ai envie de rester, » répondit-elle en les serrant doucement contre elle. Quand ils se séparèrent, l'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. La méfiance prudente avait laissé place à quelque chose de plus chaud, de plus confiant. « Maintenant, » dit Céleste en frappant dans ses mains, « que diriez-vous de me faire visiter votre royaume? J'aimerais voir tous vos endroits secrets et apprendre à connaître votre maison. » Les heures qui suivirent furent révélatrices pour Céleste. Les jumeaux lui firent découvrir chaque recoin de l'immense appartement, partageant avec elle leurs cachettes préférées, leurs trésors secrets et surtout leurs souvenirs de leur maman. Dans le dressing de Marianne, qu'elle avait transformé en grotte magique, Emma lui montra une boîte remplie de photos et de lettres. « Maman, elle nous écrivait des lettres pour quand on serait grand, » expliqua-t-elle avec une sagesse mélancolique. « Papa, il les garde précieusement, mais parfois on vient les regarder quand on est triste. » Céleste comprit alors une partie importante du puzzle. Ses enfants ne cherchaient pas seulement à tester les limites, ils cherchaient quelqu'un qui pourrait comprendre leur chagrin et les aider à honorer la mémoire de leur mère tout en continuant à grandir. « Elle était très belle, votre maman, » dit Céleste en regardant les photos, « et je vois qu'elle vous aimait énormément. Regardez comme vous souriez tous ensemble sur ces photos. Tu crois qu'elle serait fière de nous ?» demanda Léo, posant la question que tous les enfants orphelins portent dans leur cœur. « Oh, Léo, j'en suis absolument certaine. Regardez tout ce que vous savez faire. Vous construisez des châteaux extraordinaires. Vous avez une imagination débordante. Vous prenez soin l'un de l'autre et vous aimez votre papa de tout votre cœur. Comment une maman pourrait-elle ne pas être fière d'enfants comme vous ?» Quand midi arriva, Céleste découvrit un autre défi, faire manger les jumeaux. D'après Maxime, c'était habituellement un combat épique, avec de la nourriture qui finissait partout sauf dans leur bouche. « Qu'est-ce que vous aimez manger ?» demanda-t-elle en ouvrant le réfrigérateur parfaitement organisé. « Des pâtes !» s'écria Emma. « Avec du fromage !» ajouta Léo. « Parfait ! Et que diriez-vous si on cuisinait ensemble? Vous pourriez être mes assistants-chefs. » L'idée les enthousiasma immédiatement. Céleste leur donna des missions adaptées à leur âge. Emma fut chargée de compter les pâtes qui tombaient dans l'eau bouillante, tandis que Léo râpait le fromage avec un râpe adapté aux enfants. Pendant qu'ils travaillaient, elle leur racontait des histoires sur les petits chefs italiens qui avaient inventé les pâtes, transformant le repas en aventure culinaire. Non seulement les enfants mangèrent avec appétit, mais ils participèrent aussi spontanément au nettoyage, transformant cette corvée en jeu de restaurateurs professionnels. L'après-midi passa dans une succession d'activités créatives. Céleste avait apporté dans son sac quelques fournitures artistiques simples. Des feuilles de papier craft, des crayons de couleur, de la pâte à modeler naturelle. Elle proposa aux jumeaux de créer un livre d'aventures où ils pourraient dessiner et raconter leurs propres histoires. « On peut vraiment inventer nos propres histoires ?» demanda Emma, les yeux écarquillés. « Bien sûr, les meilleures histoires sont celles qu'on invente nous-mêmes. Et vous savez quoi? On pourrait même les lire à votre papa ce soir. » Léo et Emma se lancèrent dans la création avec un enthousiasme débordant. Leurs histoires étaient un mélange fascinant d'imagination débridée et d'émotions profondes. Des dragons gentils qui protégèrent les enfants orphelins,
des châteaux volants où les familles se retrouvaient, des super-héros jumeaux qui sauvèrent le monde grâce à leur complicité. Vers 15 heures, Céleste proposa une activité calme pour préparer la fin d'après-midi. Elle sortit de son sac un livre magnifiquement illustré sur les châteaux médiévaux français. « J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser vu vos talents d'architecte », dit-elle en s'installant sur le canapé du salon. Les jumeaux se blottirent de chaque côté d'elle, écoutant avec fascination ces descriptions des châteaux de la Loire, de leurs techniques de construction, de la vie des seigneurs et des princesses. Céleste avait un don pour rendre l'histoire vivante, transformant chaque château en décor d'aventures extraordinaires. C'est dans cette position paisible que Maxime les trouva à son retour vers 17 heures. La scène qui s'offrit à lui le bouleversa. Ses deux enfants, habituellement incapables de rester tranquilles plus de 5 minutes, étaient calmement installés contre Céleste, écoutant attentivement sa lecture. Le salon était rangé et une odeur délicieuse de pâte flottait encore dans l'air. « Papa !» s'écrièrent les jumeaux en le voyant, mais au lieu de leur habituel assaut énergique, ils vinrent vers lui calmement pour le serrer dans leurs bras. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, encore un peu incrédule devant cette atmosphère apaisée. « Papa, on a fait des pâtes comme de vrais chefs !» raconta Emma avec excitation. « Et on a écrit des histoires. Tu veux qu'on te les lise ?» ajouta Léo. « J'aimerais beaucoup ça !» répondit Maxime en s'installant dans son fauteuil, observant discrètement Céleste qui remettait de l'ordre dans ses affaires. Les enfants lui présentèrent leur création de la journée avec une fierté évidente et organisée, si différente de leur chaos habituel. Leurs histoires étaient touchantes et créatives, et Maxime réalisa qu'il découvrait des aspects de la personnalité de ses enfants qu'il n'avait jamais vus auparavant. « C'est absolument magnifique », dit-il sincèrement quand ils eurent terminé. « Vous êtes de vrais artistes. » Céleste s'approcha discrètement. « Monsieur Dubois, si cela vous convient, j'aimerais rester ce soir pour voir comment se passe la routine du coucher. J'ai quelques idées qui pourraient les aider à se détendre. » Maxime acquiesça, curieux de voir comment elle allait gérer ce qui était habituellement le moment le plus difficile de la journée. Le dîner se déroula dans une ambiance détendue que Maxime n'avait pas connue depuis des mois. Céleste avait proposé que chacun raconte le meilleur moment de sa journée, transformant le repas en moment de partage familial. Les jumeaux, habituellement agités à table, restaient assis et participaient à la conversation avec enthousiasme. « Mon meilleur moment, c'est quand on a construit notre nouveau château », déclara Léo. « Et moi, c'est quand Céleste a dit qu'on écrivait de belles histoires », ajouta Emma. « Et vous, monsieur Dubois ?» demanda Céleste. « Quel a été votre meilleur moment ?» Maxime réfléchit un instant. « Mon meilleur moment, c'est maintenant. C'est de rentrer chez moi et de vous voir tous si heureux et sereins. » Les enfants sourirent, et Céleste sentit son cœur se réchauffer devant cette sincérité simple mais profonde. Après le dîner, vint le moment tant redouté du bain et du coucher. Habituellement, cela ressemblait à une bataille navale, avec de l'eau partout et des négociations infinies pour que les enfants acceptent de mettre leur pyjama. « Léo, Emma, » dit Céleste, « j'ai une proposition spéciale pour ce soir. Que diriez-vous d'un bain magique ?»« Un bain magique ?» répéta Emma intriguée. Céleste sortit de son sac de petites pastilles colorées qu'elle avait préparées chez elle. Un mélange inoffensif de bicarbonate et de colorants alimentaires qui créait des effusions colorées dans l'eau. « Ce sont des bombes de bain spéciales pour les enfants explorateurs, » expliqua-t-elle. « Chacune va créer des couleurs magiques dans l'eau et pendant que ça se transforme, vous pourrez me raconter quelle aventure vous vivez dans votre bain. » Les jumeaux furent fascinés par les couleurs, tourbillonnantes, et se lancèrent dans des histoires d'océans enchantés et de sirènes amicales. Le bain, habituellement source de conflits, devint un moment de plaisir créatif. Pour le coucher, Céleste avait une autre surprise. Au lieu de les forcer immédiatement au lit, elle proposa un rituel de gratitude, où chacun dirait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant ce jour-là. « Moi, je suis reconnaissant pour notre nouveau château, pour les histoires qu'on a écrites, et pour Céleste qui comprend nos idées, » dit Léo. « Moi, je suis reconnaissante pour les pâtes qu'on a cuisinées, pour le livre sur les châteaux, et pour papa qui est rentré content, » ajouta Emma. « Et moi, » dit Céleste, « je suis reconnaissante d'avoir rencontré 2 enfants aussi extraordinaires, d'avoir passé une journée pleine d'aventures et d'avoir une nouvelle famille qui m'accepte. » Maxime, qui observait depuis le seuil de la chambre, sentit sa gorge se serrer. Le mot « famille » résonna en lui d'une manière inattendue. Une fois les enfants couchés,
Céleste proposa de leur lire une dernière histoire. Pas dans un livre, mais une histoire qu'elle inventait en temps réel, mettant en scène deux héros jumeaux qui leur ressemblaient étrangement. Sa voix douce et apaisante eut un effet immédiat. En 15 minutes, Léo et Emma dormaient paisiblement. Dans le salon, Maxime servit un thé à Céleste et s'installa face à elle, encore sous le choc de cette journée transformée. « Je ne sais pas comment vous avez fait ça », avoua-t-il. « En une journée, vous avez réussi ce que personne n'avait réussi en 6 mois. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire », répondit Céleste modestement. « J'ai juste écouté vos enfants et essayé de comprendre ce dont ils avaient besoin. » « Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin, selon vous ?» Céleste prit une gorgée de thé, réfléchissant à sa réponse. Ils avaient besoin qu'on reconnaisse leur intelligence au lieu de la réprimer. Ils avaient besoin qu'on canalise leur énergie au lieu de la bloquer. Et surtout, elle marqua une pause. Ils avaient besoin de savoir qu'ils étaient aimés et acceptés tels qu'ils étaient, pas tels qu'on voulait qu'ils soient. Maxime resta silencieux un moment, digérant ses paroles. « Vous pensez que j'ai mal fait avec eux ?» demanda-t-il finalement, et Céleste entendit la vulnérabilité dans sa voix. « Pas du tout. Vous les aimez énormément, ça se voit. Mais vous êtes seul, vous travaillez beaucoup, et vous avez probablement eu peur de ne pas savoir comment les gérer après la perte de votre épouse. » Maxime hocha lentement la tête. C'était la première fois que quelqu'un comprenait sa situation avec tant de justesse. « Marianne avait un don avec eux, » dit-il doucement. « Elle savait toujours comment les calmer, comment canaliser leur énergie. Depuis qu'elle n'est plus là, j'ai l'impression d'être complètement perdu. J'ai essayé de compenser avec des cadeaux, des sorties, mais rien ne fonctionnait. Vos enfants n'ont pas besoin de plus de choses, monsieur Dubois. Ils ont besoin de plus de compréhension. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils ont surtout besoin de savoir que vous êtes fiers d'eux. Pas seulement malgré leur personnalité, mais à cause de leur personnalité. » Ces mots frappèrent Maxime comme une révélation. Il réalisa qu'effectivement, il avait passé les derniers mois à essayer de corriger ses enfants au lieu de célébrer leurs qualités uniques. « Vous accepteriez de rester ?» demanda-t-il. « Pas juste pour la semaine d'essai, mais pour de bon ?» Céleste sourit et son visage s'illumina d'une joie authentique. « J'aimerais beaucoup rester, monsieur Dubois. Vos enfants sont extraordinaires et j'ai l'impression qu'on pourrait faire de grandes choses ensemble. »« Maxime » dit-il impulsivement. « Appelez-moi Maxime. Si vous allez faire partie de cette famille, autant qu'on se connaisse vraiment. » Le mot « famille » était sorti naturellement, et tous deux réalisèrent qu'il avait créé quelque chose de nouveau entre eux. « D'accord, Maxime, et merci de me faire confiance avec vos enfants. Je vous promets que je ferai tout pour mériter cette confiance. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Maxime s'endormit paisiblement, sans s'inquiéter de ce que le lendemain apporterait. Dans la chambre des enfants, Léo et Emma dormaient profondément, leur visage détendu et serein. Et dans la petite chambre d'amis qui lui avait été attribuée, Céleste restait éveillée quelques minutes de plus, réfléchissant à cette journée extraordinaire et à l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Les jours suivants confirmèrent les espoirs de Maxime. Céleste s'intégra dans la routine familiale avec une facilité déconcertante, transformant chaque moment difficile en opportunité d'apprentissage et de complicité. Les repas devinrent des moments de partage, les activités créatives remplacèrent le chaos destructeur et surtout, les rires remplacèrent les cris. Cependant, le véritable test arriva le jeudi matin, quand Céleste dut faire face à sa première vraie crise. Maxime était parti très tôt pour une réunion importante, et elle se trouvait seule avec les jumeaux quand le téléphone sonna. « Allô, ici, Madame Moreau, la directrice de l'école Saint-Antoine », dit une voix sévère au bout du fil. « Je dois vous parler de Léo et Emma Dubois de toute urgence. » Le cœur de Céleste se serra. Les enfants n'étaient pas encore partis à l'école. Ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner tranquillement dans la cuisine. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Il y a eu un incident hier que nous n'avons pu joindre monsieur Dubois. Les jumeaux ont, comment dire, transformé la salle de classe en laboratoire scientifique, selon leurs propres termes. Ils ont mélangé des produits de nettoyage avec de la peinture et ont créé une substance qui a taché de manière permanente 3 tables et le tableau blanc. De plus, ils ont convaincu plusieurs autres enfants de les aider, créant un chaos général. » Céleste ferma les yeux, visualisant la scène. Elle pouvait presque voir Léo et Emma, excités par leur découverte scientifique, ne réalisant pas les conséquences de leurs actions. « Je comprends votre préoccupation, Madame Moreau. Les enfants et leur père seront-ils convoqués? C'est exactement le problème.
Nous avons eu de nombreux incidents similaires depuis la rentrée. Les autres parents commencent à se plaindre. Et franchement, nous nous demandons si cette école est adaptée aux particularités de ces enfants. Le message était clair. L'école envisageait de renvoyer Léo et Emma. Madame Moreau, puis-je vous proposer quelque chose? Je suis la nouvelle gouvernante des enfants et j'aimerais venir à l'école avec eux aujourd'hui pour observer la situation et voir comment nous pourrions résoudre ces problèmes ensemble. Il y eut un silence au bout du fil, puis « Très bien, mais c'est la dernière chance. Si les incidents continuent, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. » Après avoir raccroché, Céleste se tourna vers les jumeaux qui avaient clairement entendu une partie de la conversation et la regardaient avec des yeux inquiets. « Céleste, » dit Emma d'une petite voix, « on va se faire gronder ?» Au lieu de les sermonner, Céleste s'assit à table avec eux. « Racontez-moi ce qui s'est passé hier à l'école. J'aimerais comprendre votre version des faits. » Léo et Emma échangèrent leurs regards complices habituels, puis Léo commença. « On voulait juste voir ce qui se passait si on mélangeait des couleurs avec du savon. Madame Petit nous avait dit qu'il fallait nettoyer nos pinceaux, alors on a pensé qu'on pourrait inventer un produit qui nettoie ET, qui fait de belles couleurs en même temps. C'était pour aider, ajouta Emma, mais ça a fait des couleurs bizarres qui partaient pas, et la maîtresse, elle était très fâchée. » Céleste hocha la tête, comprenant parfaitement la logique enfantine qui avait mené à cette catastrophe. « Je comprends votre idée, et c'était effectivement une idée scientifique intéressante. Le problème, c'est que certains mélanges peuvent être dangereux, et vous avez utilisé des choses qui ne vous appartenaient pas sans demander la permission. »« On va être renvoyé de l'école ?» demanda Léo, et Céleste entendit la peur dans sa voix. « Pas si je peux l'empêcher, mais on va devoir travailler ensemble pour montrer à votre école que vous savez être des élèves responsables. Ça vous dit de relever ce défi ?» Les yeux des jumeaux s'illuminèrent. Transformer le problème en défi était exactement le type d'approche qu'ils comprenaient. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Emma. « D'abord, on va aller à l'école ensemble, et vous allez présenter des excuses sincères à votre maîtresse et à la directrice, pas parce que vos idées étaient mauvaises, mais parce que vous avez abîmé des choses et causé du désordre. Ensuite, on va proposer des solutions. »« Quelles solutions ?» demanda Léo, toujours stratège. « Par exemple, vous pourriez proposer d'aider à nettoyer ce qui peut l'être ou de faire un petit spectacle pour la classe qui explique les bonnes façons de faire des expériences scientifiques. On va montrer que vous pouvez transformer vos erreurs en apprentissage. » L'idée enthousiasma immédiatement les enfants. Ils passèrent le trajet vers l'école à planifier leur présentation scientifique et à répéter leurs excuses. À l'école Saint-Antoine, Céleste fut frappée par l'atmosphère rigide qui régnait dans l'établissement. Les couloirs étaient impeccables mais froids, les salles de classe organisées de manière très traditionnelle, avec des rangées de pupitres alignés face à un tableau noir austère. Madame Moreau était une femme dans la cinquantaine, aux chignons stricts et aux lunettes sévères. Elle accueillit Céleste et les jumeaux dans son bureau avec une politesse professionnelle mais distante. « Madame Martin, n'est-ce pas? J'espère que vous réalisez la gravité de la situation. »« Absolument, Madame la directrice. Léo et Emma ont préparé quelque chose à vous dire. » Les jumeaux s'avancèrent et Léo prit la parole en premier comme convenu. « Madame Moreau, on est désolé d'avoir abîmé les tables et le tableau. On voulait pas faire de bêtises, on voulait juste faire une expérience, mais on aurait dû demander la permission d'abord. Et on est désolé d'avoir mis du désordre dans la classe et d'avoir dérangé les autres enfants, » ajouta Emma. « On sait qu'on a fait une erreur. » Madame Moreau sembla légèrement surprise par cette approche mature et réfléchie. « C'est bien que vous reconnaissiez vos erreurs, » dit-elle un peu désarçonnée. « Et maintenant, » continua Léo, « on aimerait réparer ce qu'on a cassé. Céleste nous a expliqué que quand on fait une erreur, il faut essayer de la corriger. » Emma sortit alors de son sac à dos un dessin qu'ils avaient fait dans la voiture, un schéma détaillé montrant la différence entre les bonnes expériences, avec supervision et matériel adapté, et les expériences dangereuses, sans surveillance et avec des produits non prévus pour ça. On pourrait montrer ça aux autres enfants de la classe, pour qu'ils fassent pas la même erreur que nous, proposa-t-elle. Céleste observait la réaction de la directrice et vit son expression passer de la sévérité à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Madame Moreau, » intervint Céleste, « j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si je restais dans la classe aujourd'hui pour observer comment Léo et Emma interagissent avec leur environnement scolaire? Je pourrais peut-être identifier des moyens de mieux canaliser leur énergie créative. » La directrice hésita, puis acquiesça.
Très bien, mais je vous préviens, Madame Petit, leur institutrice est à bout de nerfs. Elle enseigne depuis 20 ans et dit n'avoir jamais rencontré d'enfant aussi difficile à gérer. Dans la classe de CP-CE1, Céleste comprit immédiatement le problème. Madame Petit était une enseignante consciencieuse, mais très traditionnelle, qui gérait sa classe avec des règles strictes et des activités très structurées. Pour des enfants comme Léo et Emma, habitués à explorer et à expérimenter, cet environnement était l'équivalent d'une cage. Elle observa attentivement pendant la première heure. Les jumeaux essayaient visiblement de bien se tenir, mais leur frustration était palpable. Quand Madame Petit expliquait les additions simples, Léo levait constamment la main pour poser des questions complexes sur les mathématiques avancées. Quand elle demandait aux enfants de colorier des dessins préimprimés, Emma proposait constamment des améliorations créatives qui dérangeaient le plan de la leçon. Pendant la récréation, Céleste eut l'occasion de parler à Madame Petit. « Je vois que vous faites de votre mieux avec eux », commença-t-elle diplomatiquement. « Mais j'ai l'impression qu'ils s'ennuient un peu. Leur père m'a dit qu'ils lisent déjà couramment et qu'ils adorent les mathématiques. Le problème, c'est qu'ils perturbent constamment la classe. Ils posent des questions hors sujet. Ils finissent leurs exercices en 2 minutes et ensuite, ils dérangent les autres. Ils proposent toujours des façons meilleures de faire les choses. Et si on trouvait des moyens de transformer cette énergie en aide pour la classe, suggéra Céleste. Par exemple, quand ils finissent leurs exercices rapidement, ils pourraient aider les autres enfants qui ont plus de difficultés. Ou bien, quand ils ont des idées créatives, on pourrait les nommer assistants spéciaux pour certains projets. Madame Petit sembla réfléchir à cette proposition. Vous pensez vraiment que ça pourrait marcher? Je pense qu'il vaut la peine d'essayer. Cet après-midi, laissez-moi tenter quelque chose avec eux. L'après-midi, Céleste mit son plan en action. Quand Madame Petit annonça la leçon de science sur les mélanges et les transformations, Céleste suggéra que Léo et Emma partagent leur expérience récente avec la classe. Pas l'incident destructeur, mais les leçons qu'ils en avaient tirées. « Hier, on a fait une expérience qui a mal tourné », expliqua Léo à ses camarades. « On a appris qu'il faut toujours demander à un adulte avant de mélanger des produits, parce que ça peut être dangereux. » Emma ajouta « Et on a aussi appris qu'il faut utiliser les bons matériaux pour les expériences. Maintenant, on sait faire la différence. » Ils présentèrent leurs dessins explicatifs et soudain, toute la classe était captivée. Les autres enfants posèrent des questions, partageaient leurs propres expériences avec les mélanges et une discussion riche et éducative s'engagea. Madame Petit observait, surprise de voir ses élèves habituellement silencieux participer avec tant d'enthousiasme. Quand vint le moment de l'exercice pratique, observer les changements quand on mélange de l'eau colorée, Céleste suggéra que Léo et Emma deviennent les assistants sécurité de la classe, responsables de distribuer le matériel et de s'assurer que chaque groupe suivait les consignes de sécurité. Le résultat fut extraordinaire. Non seulement les jumeaux étaient parfaitement concentrés et coopératifs, mais ils aidaient aussi les autres enfants avec patience et bienveillance. Leur connaissance naturelle des mélanges et des réactions leur permettait d'expliquer les phénomènes observés d'une manière que leurs camarades comprenaient parfaitement. À la fin de la journée, Madame Petit prit Céleste à part. « Je n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes enfants, » avoua-t-elle. « Ils ont été exemplaires aujourd'hui. Comment avez-vous fait? Je n'ai fait que leur donner un rôle qui valorise leurs compétences au lieu de les réprimer. Léo et Emma sont des leaders naturels et des enfants très intelligents. Quand ils sentent qu'ils peuvent contribuer positivement, ils s'épanouissent. Mais comment maintenir cela au quotidien? » Céleste avait anticipé cette question. Que diriez-vous si on créait un système de mission spéciale pour eux? Chaque semaine, ils pourraient avoir des responsabilités particulières, aider les enfants en difficulté, préparer du matériel. Pour les expériences, rechercher des informations supplémentaires sur les sujets étudiés. Cela leur donnerait un sentiment d'utilité et canaliserait leur énergie vers des activités constructives. Madame Petit acquiesça lentement. C'est une approche complètement différente de ce qu'on m'a enseigné, mais si ça marche, laissons-leur une chance de vous montrer de quoi ils sont capables quand ils se sentent compris et valorisés. Quand Maxime rentra ce soir-là, il trouva ses enfants dans le salon en train de préparer avec Céleste une présentation scientifique pour le lendemain. Ils avaient transformé la table basse en laboratoire miniature, avec des verres d'eau colorés, des dessins explicatifs et même des certificats de sécurité qu'ils avaient fabriqués pour leurs camarades de classe. « Papa, papa, regarde ce qu'on a préparé pour demain !» s'écria Emma
en lui montrant fièrement leur travail. « On va montrer à toute la classe comment faire des expériences sans danger », ajouta Léo. Et Madame Petit a dit qu'on était de très bons assistants. Maxime regarda Céleste avec étonnement. « Comment ? L'école m'a appelé ce matin pour me dire qu'il y avait eu un incident grave hier. »« Il y en a eu un, » confirma Céleste. « Mais nous avons décidé d'en faire une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une punition. Vos enfants ont présenté des excuses sincères, ils ont proposé des solutions constructives, et ils ont passé la journée à prouver qu'ils peuvent être des élèves exemplaires quand on canalise leur énergie correctement. La directrice a même dit qu'elle n'avait jamais vu des enfants transformer une erreur en quelque chose d'aussi positif, ajouta Emma avec fierté. Ce soir-là, après le coucher des enfants, Maxime et Céleste s'installèrent comme d'habitude dans le salon pour faire le bilan de la journée. « Vous avez sauvé leur scolarité aujourd'hui », dit Maxime avec gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas à me remercier. C'est exactement pour ça que je suis là. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire, vos enfants ont fait tout le travail. Moi, je n'ai fait que leur montrer comment utiliser leur talent de manière positive. »« J'aimerais comprendre votre approche, » dit Maxime. Toutes les autres nounous essayèrent de les calmer, de les faire obéir. Vous semblez amplifier leurs qualités naturelles tout en les dirigeant. Céleste réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai grandi dans une famille nombreuse, comme je vous l'ai dit. Mon petit frère était exactement comme Léo et Emma, brillant, créatif, mais incapable de rester tranquille dans un environnement traditionnel. J'ai vu mes parents et ses professeurs essayer de le casser pendant des années, et j'ai vu comme ça l'a rendu malheureux. Sa voix se fit plus douce, plus personnelle. Ce n'est que quand il a trouvé une école alternative qui valorisait sa créativité au lieu de la réprimer qu'il a pu s'épanouir. Aujourd'hui, il est ingénieur en aéronautique et il développe des drones révolutionnaires. Mais il a failli abandonner l'école à cause d'enseignants qui ne comprenaient pas sa façon de fonctionner. Vous pensez que Léo et Emma ont le même type d'intelligence ? Je pense qu'ils ont une intelligence exceptionnelle, mais qu'elle ne s'exprime pas de la manière traditionnelle qu'attendent la plupart des adultes. Ils apprennent en expérimentant, en questionnant, en créant. Le système scolaire classique privilégie l'écoute passive et la répétition, ce qui est exactement l'opposé de leur mode de fonctionnement naturel. Maxime hocha la tête, comprenant enfin pourquoi ses enfants avaient eu tant de difficultés. Que me conseillez-vous pour l'avenir ? Continuons à travailler avec leur école actuelle pour créer un environnement plus adapté. Madame Petit semble ouverte au changement. Mais à long terme, il faudra peut-être envisager des alternatives. École Montessori, école démocratique, ou même instruction à domicile avec des activités très riches. Instruction à domicile, répéta Maxime, surpris. Pas forcément de manière isolée, il existe des réseaux de familles qui pratiquent l'instruction en famille avec des sorties, des ateliers, des projets collectifs. Pour des enfants comme les vôtres, cela pourrait être une option à explorer. Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre Maxime et Céleste. Il réalisa qu'elle n'était pas seulement une nounou exceptionnelle, mais une véritable éducatrice qui comprenait les besoins spécifiques de ses enfants et avait une vision à long terme pour leur épanouissement. Les semaines suivantes confirmèrent la transformation remarquable de la dynamique familiale. L'école avait mis en place le système de mission spéciale, suggéré par Céleste, et Léo et Emma s'épanouissaient dans leur nouveau rôle. Ils étaient devenus les assistants de sciences favoris de Madame Petit, les tuteurs officieux des enfants en difficulté, et même les médiateurs lors des petits conflits de récréation. À la maison, Céleste avait instauré des routines qui transformaient chaque moment de la journée en opportunité d'apprentissage et de complicité. Le petit déjeuner était devenu le conseil de planification où chacun partageait ses projets pour la journée. Les après-midi étaient là consacrés aux ateliers créatifs où les enfants pouvaient explorer leurs passions tout en développant de nouvelles compétences. Les soirées se terminaient toujours par le cercle de gratitude et une histoire inventée ensemble. Maxime, qui était initialement inquiet de la charge financière d'une gouvernante à temps plein, réalisa rapidement que Céleste était un investissement précieux pour l'avenir de ses enfants. Mais plus encore, il commençait à apprécier sa présence pour d'autres raisons que ses compétences professionnelles. Un soir de novembre, alors qu'une tempête faisait rage sur Paris, Maxime rentra plus tard que d'habitude, épuisé par une journée de négociations difficiles. Il s'attendait à trouver la maison calme, les enfants couchés et Céleste en train de lire dans sa chambre comme d'habitude. Au lieu de cela, il découvrit un spectacle
qui le réchauffa instantanément le cœur. Dans le salon, Céleste et les jumeaux avaient construit une immense cabane avec tous les coussins et couvertures de la maison. À l'intérieur, éclairés par des petites lampes de poche, ils étaient en train de jouer à un jeu qu'ils avaient visiblement inventé, mélange de théâtre et de conte interactif. « Papa !» s'écrièrent les enfants en l'apercevant. « Viens voir notre château magique. On joue au chevalier de la table ronde, mais version moderne. Avec des princesses qui savent se battre et des dragons qui deviennent gentils, ajouta Emma. Et des chevaliers qui utilisent la science pour résoudre les problèmes, compléta Léo. Céleste émergea de la cabane, ses cheveux ébouriffés et ses yeux brillants d'amusement. Désolé, j'avais dit qu'ils iraient au lit à l'heure habituelle, mais la tempête les rendait un peu anxieux. Alors j'ai proposé de créer un refuge magique, le temps que ça se calme. Ne vous excusez pas, dit Maxime en retirant sa veste. Ça a l'air formidable. Puis-je me joindre à l'aventure? L'expression de joie pure sur le visage de ses enfants valait tous les trésors du monde. Il se glissa dans la cabane et pendant 1 heure oublia complètement les stress de sa journée pour se perdre dans un monde imaginaire où il était le chevalier papa, allié aux jumeaux magiques et à la sage Céleste pour sauver le royaume de la tempête. Quand les enfants furent finalement couchés, Maxime aida Céleste à remettre de l'ordre dans le salon. « Merci », dit-il simplement. « Pas seulement pour ce soir, mais pour tout. Vous avez transformé notre vie. »« C'est vous qui avez transformé la mienne aussi », répondit Céleste, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Je n'avais jamais imaginé me sentir aussi à ma place quelque part. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de nouveau passa entre eux. Ce n'était plus seulement la relation employeur-employé, ni même l'amitié qui s'était développée au fil des semaines. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. « Céleste », commença Maxime, mais elle l'interrompit doucement. « Je sais, moi aussi je le sens, mais… » Elle marqua une pause. « Il faut qu'on soit prudent. Les enfants sont notre priorité, et ils ont déjà vécu trop de changements. » Maxime hocha la tête, comprenant la sagesse de ses paroles, même si une partie de lui avait envie de tout ignorer. « Vous avez raison. Léo et Emma passent avant tout. » Mais cette conversation avait ouvert une porte que ni l'un ni l'autre ne pourrait refermer facilement. Les jours suivants furent marqués par une tension délicieuse et troublante. Maxime se surprenait à rentrer plus tôt du bureau, prétextant vouloir passer plus de temps avec ses enfants, mais sachant au fond de lui qu'il avait aussi envie de voir Céleste. Elle, de son côté, prenait un soin particulier à sa tenue et se surprenait à attendre avec impatience les moments où ils pouvaient discuter ensemble le soir. Les enfants, avec cette intuition remarquable que possèdent souvent les enfants, semblaient percevoir ce changement subtil dans l'atmosphère familiale. « Papa », dit un jour Emma, alors qu'ils préparèrent le dîner ensemble, « tu souris plus depuis que Céleste est là. »« Ah bon ?» répondit Maxime, feignant la désinvolture. « Tu trouves ? » ?»« Oui, et Céleste aussi. Elle sourit différemment quand tu rentres du travail. » Léo, qui était en train de mettre la table, ajouta « Et vous parlez tout bas le soir quand vous pensez qu'on dort. » Maxime rougit légèrement, réalisant que leur conversation tardive dans le salon était peut-être moins discrète qu'il ne le pensait. « Nous parlons juste de l'organisation de la maison et de vos activités, » expliqua-t-il. « Papa, » dit Emma, avec cette franchise brutale des enfants, « est-ce que tu aimes Céleste ?» La question directe le prit complètement au dépourvu. Il s'arrêta de remuer la sauce et regarda sa fille, cherchant les mots justes. « J'aime beaucoup Céleste, oui. Elle prend très bien soin de vous, et elle nous a beaucoup aidés. »« Non, » insista Emma. « Je veux dire, est-ce que tu l'aimes comme tu aimais maman ?» Le silence qui suivit fut lourd de sens. Maxime réalisa que ses enfants posaient une question qu'il n'osait pas encore se poser clairement à lui-même. « Emma, » dit-il finalement en s'agenouillant à sa hauteur, « maman restera toujours dans notre cœur, et personne ne pourra jamais la remplacer. » Mais il chercha ses mots. Parfois, il arrive que de nouvelles personnes entrent dans notre vie et qu'elles deviennent importantes aussi d'une manière différente. Léo s'approcha et prit la main de son père. « Tu sais, papa, on aime bien Céleste, vraiment beaucoup. Et si tu l'aimes aussi, c'est pas grave. Maman, elle voudrait qu'on soit heureux. » Ces paroles, prononcées avec la sagesse troublante d'un enfant de 4 ans, touchèrent Maxime en plein cœur. Ses enfants lui donnèrent la permission qu'il n'osait pas se donner à lui-même. « Et vous, qu'est-ce que vous ressentez pour Céleste ?» demanda-t-il. Emma et Léo échangèrent leurs regards complices habituels. « On l'aime comme une vraie famille, » dit Emma. « Pas pareil que maman, mais
comme si elle avait toujours été là. Et elle nous comprend vraiment, ajouta Léo. Elle nous gronde jamais méchamment, et elle trouve toujours des solutions quand on a des problèmes. Ce soir-là, quand Céleste revint de sa soirée libre, elle prenait congé un soir par semaine pour maintenir sa vie sociale, Maxime l'attendait dans le salon avec une tasse de thé et une expression sérieuse. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. Céleste s'installa en face de lui, sentant l'importance du moment. « Les enfants m'ont posé des questions aujourd'hui, » commença-t-il. « Des questions sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont demandé si je vous aimais. Et ils m'ont dit qu'eux aussi vous aimez beaucoup, comme une vraie famille. » Céleste sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? » « La vérité. Que je ne sais plus très bien où j'en suis avec mes sentiments, mais que vous êtes devenue importante pour nous, pour moi. » Le silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non dites. « Maxime, dit finalement Céleste, je dois vous avouer quelque chose. Au début, j'ai accepté ce travail parce que c'était un défi professionnel intéressant, mais maintenant, elle prit une profonde inspiration. Maintenant, je ne sais plus si je pourrais partir, même si vous me le demandiez. Pourquoi partirais-je vous le demander? Parce que la situation devient compliquée. Je suis votre employé, mais mes sentiments pour vous et pour les enfants dépassent largement le cadre professionnel. Et ça me fait peur. » Maxime se leva et vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. « Céleste, regardez-moi. » Quand elle leva les yeux vers lui, il continua. « Mes enfants sont heureux pour la première fois depuis la mort de leur mère. Moi, je me sens vivant pour la première fois depuis des mois. Cette maison est devenue un foyer grâce à vous. Pourquoi aurions-nous peur de quelque chose d'aussi beau? Parce que si ça ne marche pas entre nous, les enfants en souffriront. Ils ont déjà perdu leur mère. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre une autre figure maternelle. Et si ça marche? Demanda-t-il doucement. Cette question simple ouvrit soudain un horizon de possibilités que Céleste n'avait pas osé envisager. « Si ça marche, murmura-t-elle, alors on pourrait être une vraie famille. C'est exactement ce que je pense aussi. » Il tendit la main vers elle, et quand elle la prit, ce geste simple scella quelque chose entre eux. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « On prend notre temps. On laisse les choses évoluer naturellement, et on met toujours les enfants en premier. »« D'accord, » accepta-t-elle. « Mais Maxime, oui, je veux que vous sachiez que je suis tombée amoureuse de cette famille entière. Pas seulement de vous, mais de Léo, d'Emma, de nos soirées ensemble, de nos petits déjeuners chaotiques, de nos projets fous. Je suis tombée amoureuse de la vie qu'on a créée ensemble. » Cette nuit-là, ils ne franchirent aucune ligne physique, mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Ils s'étaient avoués leurs sentiments et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cependant, comme souvent dans la vie, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. Le lendemain matin, alors que Céleste préparait le petit déjeuner dans une ambiance particulièrement joyeuse, la sonnette retentit de manière insistante. Maxime alla ouvrir et se trouva face à une femme élégante d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard acéré. Il la reconnut immédiatement et sentit son estomac se nouer. « Bonjour Maxime, » dit-elle d'une voix froide mais polie. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. »« Bonjour Isabelle, » répondit-il, s'efforçant de garder un ton neutre. « Qu'est-ce qui me vaut le plaisir ?» Isabelle Dubois, sa belle-mère, entra dans l'appartement sans y être invitée, parcourant le salon du regard, avec cette expression critique qu'il connaissait bien. « J'ai entendu dire que tu avais engagé une nouvelle nounou, » dit-elle, en retirant ses gants de cuir. « Une très jeune femme, à ce qu'on m'a dit. » Maxime sentit immédiatement où cette conversation allait mener. Depuis la mort de Marianne, Isabelle avait toujours eu des opinions très tranchées sur la façon dont il devait élever ses enfants et gérer sa vie personnelle. « Grand-mère Isabelle !» s'écrièrent Léo et Emma en déboilant de la cuisine, suivis de près par Céleste qui s'essuyait les mains sur un torchon. « Mais chérie, » dit Isabelle, son visage s'adoucissant instantanément à la vue de ses petits-enfants. « Comme vous avez grandi, venez que je vous embrasse. » Pendant qu'elle serrait les jumeaux dans ses bras, ses yeux se posèrent sur Céleste avec une intensité qui ne présageait rien de bon. « Vous devez être la nouvelle nounou, » dit-elle d'un ton neutre mais évaluateur. « Isabelle Dubois, la grand-mère des enfants. »« Céleste Martin, » répondit Céleste avec un sourire poli. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Dubois. »« Grand-mère, Céleste, elle fait des super châteaux avec nous, » s'exclama Emma. « Et elle nous apprend plein de choses sur les sciences. Et elle cuisine comme un vrai chef, » ajouta Léo. « Tu veux voir nos dernières créations ?» Isabelle sourit à ses petits-enfants.
Mais Maxime ne manqua pas le regard scrutateur qu'elle lança à Céleste. « C'est merveilleux, mes chéris, mais maintenant, allez jouer dans votre chambre. Grand-mère a besoin de parler avec papa et... Mademoiselle Martin. » Quand les enfants furent partis, l'atmosphère dans le salon devint immédiatement tendue. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Isabelle à Céleste avant de se tourner vers son gendre. « Maxime, j'ai eu une conversation très intéressante avec Madame Rousseau de l'agence de placement. » Maxime ferma les yeux, devinant ce qui allait suivre. Elle m'a dit que Mademoiselle Martin, ici présente, n'avait aucune expérience professionnelle en garde d'enfants avant ce poste. Est-ce exact? C'est exact, répondit Céleste calmement. Mais j'ai une formation en psychologie de l'enfant et une formation théorique, l'interrompit Isabelle. Pas d'expérience pratique avec des enfants aussi particuliers que Léo et Emma. Isabelle, intervint Maxime, Céleste fait un travail remarquable. Les enfants n'ont jamais été aussi épanouis. Oh, je n'en doute pas, répliqua sa belle-mère avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une jeune femme séduisante qui joue avec les enfants et fait la cuisine. Je comprends l'attrait. Le sous-entendu était clair et blessant. Céleste rougit, mais garda son calme. Madame Dubois, si vous avez des inquiétudes concernant la façon dont je m'occupe de Léo et Emma, je serais heureuse d'en discuter. Mais je pense que les enfants eux-mêmes sont les meilleurs juges de... Les enfants, l'interrompit à nouveau Isabelle, ne sont pas qualifiés pour évaluer ce qui est bon pour eux à long terme. C'est le rôle des adultes responsables. Maxime sentit la colère monter en lui. Qu'est-ce que tu insinues exactement, Isabelle? J'insinue que mes petits-enfants ont besoin de stabilité et de professionnalisme, pas d'une jeune femme inexpérimentée qui risque de partir au premier obstacle ou au premier malentendu. Comme les 17 nounous expérimentés qui ont démissionné en 6 mois, répliqua Maxime sèchement. Et j'insinue aussi, continua Isabelle comme si elle n'avait pas entendu, qu'il serait peut-être temps que tu considères d'autres options pour l'éducation. Les enfants. J'ai des contacts dans d'excellents pensionnats en Suisse. Des pensionnats? S'écria Céleste malgré elle. Mais ils n'ont que 4 ans. Il existe des établissements spécialisés pour les enfants précoces, répondit froidement Isabelle. Des endroits où ils recevraient une éducation adaptée à leurs capacités exceptionnelles, avec un encadrement professionnel constant. Hors de question, dit Maxime fermement. Mes enfants restent avec moi, même si c'est au détriment de leur développement. Maxime, sois réaliste. Tu travailles énormément, tu confies leur éducation à une inconnue sans référence. Et maintenant, elle regarda Céleste puis Maxime avec un sourire entendu. J'ai l'impression que la situation se complique encore. Le silence qui suivit fut lourd de tension. Céleste comprit que cette femme avait deviné l'évolution de ses sentiments pour Maxime et qu'elle comptait utiliser cette information contre elle. « Madame Dubois, dit-elle en se levant, je vais laisser cette conversation se dérouler en famille. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Léo et Emma sont des enfants extraordinaires qui méritent d'être aimés et compris, pas d'être séparés de leur père et envoyés au loin sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans un moule conventionnel. Comme c'est touchant, répliqua Isabelle, mais vous oubliez que je connais ces enfants depuis leur naissance. Je sais ce qui est bon pour eux. Vous savez ce qui était bon pour leur mère, corrigea Céleste. Mais Léo et Emma sont des individus uniques, avec leurs propres besoins. L'expression d'Isabelle se durcit dangereusement. Comment osez-vous me parler de ma fille? Vous ne l'avez jamais connue. Non, mais j'élève ces enfants avec amour et respect, ce qu'elle aurait voulu pour eux. Ça suffit, intervint Maxime, en se levant à son tour. Isabelle, je respecte votre chagrin et votre inquiétude pour les enfants, mais vous dépassez les bornes. Céleste fait partie de cette famille maintenant, et je ne tolérerai pas qu'on lui manque de respect dans ma propre maison. Le mot « famille » résonna dans la pièce comme une déclaration. Isabelle le nota et son expression devint encore plus froide. « Je vois, » dit-elle lentement. « La situation est donc plus grave que je ne le pensais. » Elle ramassa son sac et ses gants et se dirigea vers la porte. « Maxime, j'espère que tu réfléchiras sérieusement à ce qui est vraiment le mieux pour tes enfants. Et toi, » elle se tourna vers Céleste, « j'espère que tu réaliseras que jouer avec une famille brisée n'est pas un jeu sans conséquences. » Après son départ, le silence dans l'appartement était assourdissant. Céleste s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais dû lui répondre comme ça. J'ai tout gâché. » Maxime vint s'asseoir à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Vous n'avez rien gâché du tout. Vous avez défendu mes enfants et notre famille. C'est exactement ce que j'espérais que vous feriez. Mais elle a raison sur un point.
dit Céleste en levant vers lui des yeux inquiets. « Je n'ai pas d'expérience professionnelle. Si elle décide de s'en servir contre nous comment? Je ne sais pas. Signalement aux services d'intérêt sociaux? Pression pour vous faire changer d'avis? Elle a l'air d'avoir beaucoup d'influence. » Maxime soupira. Effectivement, Isabelle avait des relations dans tous les milieux de l'éducation et de la haute société parisienne. Si elle décidait de leur créer des problèmes, elle en avait les moyens. « Papa ?» La petite voix de Léo les interrompit. Les jumeaux étaient dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme ? On a entendu grand-mère dire des choses pas gentilles sur Céleste, et elle a parlé de nous envoyer loin. » Emma s'approcha et grimpa sur les genoux de Céleste. « Tu vas partir à cause de grand-mère ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, ma puce, » répondit Céleste en la serrant contre elle. « Je ne partirai pas, pas tant que vous voudrez de moi. »« Et papa ?» Léo se tourna vers son père. « Tu vas nous envoyer dans une école loin ?»« Jamais, » répondit Maxime fermement. « Vous restez ici avec moi, avec Céleste. C'est notre famille, et personne ne peut nous séparer. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Isabelle n'abandonnerait pas facilement, et il devrait trouver un moyen de protéger sa nouvelle famille des tempêtes qui s'annonçaient. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants qui avaient eu besoin de beaucoup de réconfort, Maxime et Céleste restèrent longtemps éveillés dans le salon, planifiant leur stratégie. « Elle va essayer de nous créer des problèmes, » dit Maxime. « Je connais Isabelle depuis 15 ans. Quand elle a une idée en tête, elle ne lâche jamais. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ?» demanda Céleste. « Elle peut contacter l'école pour semer le doute sur votre capacité à vous occuper des enfants. Elle peut faire jouer ses relations pour faire pression sur l'agence de placement. Dans le pire des cas, elle peut même essayer de contacter les services sociaux en prétendant que les enfants ne reçoivent pas les soins appropriés. » Céleste pâlit. « Et il la croirait ? Elle a de l'influence et surtout, elle sait se montrer convaincante. Mais, ajouta Maxime en prenant sa main, nous avons des atouts de notre côté. Lesquels ? Les enfants sont manifestement heureux et épanouis. Leur école peut témoigner de l'amélioration spectaculaire de leur comportement. Et moi, en tant que père, j'ai le droit de choisir qui s'occupe de mes enfants. Mais si elle arrive à prouver que notre relation dépasse le cadre professionnel, alors nous devrons être transparents et assumer nos sentiments. Ce ne sera peut-être pas facile, mais ce n'est pas illégal d'être amoureux. » Le mot était lâché. Pour la première fois, Maxime avait dit ouvertement qu'il était amoureux de Céleste. « Maxime, » commença-t-elle émue, « je sais que c'est compliqué, je sais que le timing n'est pas idéal, mais je ne peux plus le nier. Je suis tombé amoureux de vous, Céleste, de votre gentillesse, de votre intelligence, de la façon dont vous aimez mes enfants, de la façon dont vous avez transformé notre maison en foyer. » Elle se rapprocha de lui sur le canapé. « Moi aussi, je suis amoureuse de vous, et j'ai peur de ce que ça va changer. Ça ne changera rien à l'essentiel. Les enfants restent notre priorité, mais peut-être qu'on peut commencer à construire quelque chose de beau ensemble, malgré les obstacles. » Cette nuit-là, ils franchirent enfin la ligne qu'ils s'étaient de fixer. Pas physiquement, ils étaient tous deux trop conscients de la présence des enfants dans la maison, mais émotionnellement. Ils s'avouèrent leur amour et décidèrent d'affronter ensemble les défis qui les attendaient. Le lendemain matin apporta la première manifestation de la campagne, d'Isabelle. Madame Petit appela Céleste alors qu'elle accompagnait les enfants à l'école. « Mademoiselle Martin, j'ai reçu un appel de Madame Dubois senior ce matin. Elle m'a posé beaucoup de questions sur vous et sur le comportement des enfants. » Céleste sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?»« La vérité. Que depuis votre arrivée, Léo et Emma sont devenus les meilleurs élèves de la classe, qu'ils aident les autres enfants, qu'ils participent activement aux leçons et qu'ils n'ont plus eu aucun comportement perturbateur. »« Merci, » soupira Céleste soulagée. « Mais je dois vous prévenir qu'elle semblait déterminée à trouver des problèmes. Elle m'a demandé si je pensais qu'une si jeune femme sans expérience était vraiment capable de gérer des enfants difficiles à long terme. Et qu'avez-vous répondu ? Que l'expérience ne fait pas tout, et que vous aviez prouvé votre compétence par les résultats. Mais mademoiselle Martin, faites attention, cette dame m'a donné l'impression de quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. » Cette conversation confirma les craintes de Céleste. Isabelle commençait effectivement sa campagne de déstabilisation. Dans l'après-midi, ce fut au tour de Madame Rousseau de l'agence de placement d'appeler Maxime. « Monsieur Dubois, j'ai reçu des questions préoccupantes concernant mademoiselle Martin. Est-il vrai que votre relation avec elle a évolué au-delà du cadre professionnel ?»
Maxime prit une profonde inspiration. Il avait prévu cette question et avait décidé d'être honnête. Madame Rousseau, Céleste Martin est une professionnelle exceptionnelle qui a transformé la vie de mes enfants. Si nos sentiments ont évolué, c'est naturel quand on partage le quotidien d'une famille. Mais cela n'affecte en rien la qualité des soins qu'elle prodigue à Léo et Emma. Monsieur Dubois, vous comprenez que cela pose des problèmes déontologiques. Notre agence a une réputation à maintenir. Votre agence m'a envoyé 17 nounous qui ont toutes échoué. Céleste a réussi là où toutes les autres ont échoué. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Néanmoins, si la situation devient officielle entre vous, nous devrons revoir notre contrat. Maxime comprit le message. Si lui et Céleste officialisaient leur relation, l'agence se désengagerait probablement sous la pression d'Isabelle. C'est noté, dit-il simplement avant de raccrocher. Ce soir-là, il partagea cette conversation avec Céleste, qui accueillit la nouvelle, avec un mélange de tristesse et de détermination. Elle est en train de nous isoler méthodiquement, constata-t-elle. L'école, l'agence, qu'est-ce qui va suivre? Peu importe, répondit Maxime. Nous n'avons besoin de l'approbation de personne pour former une famille. Mais les enfants, s'ils voient que notre relation crée des problèmes, les enfants verront que nous nous battons pour eux et pour nous. C'est une leçon importante. Cependant, la situation se compliqua le week-end suivant quand Isabelle débarqua à nouveau, cette fois accompagnée d'un homme élégant d'une 60aine d'années. « Maxime, j'aimerais te présenter Dr Henri Moreau, psychologue spécialisé dans l'évaluation du développement des enfants précoces. » Maxime sentit le piège se refermer. « Qu'est-ce que ça signifie, Isabelle ? » « J'ai pris la liberté d'organiser une évaluation pour Léo et Emma. Dr Moreau travaille avec les meilleurs établissements spécialisés d'Europe. Il pourra déterminer leurs besoins éducatifs réels. Sans mon autorisation, en tant que grand-mère inquiète pour le bien-être de mes petits-enfants, Dr Moreau intervint avec un sourire professionnel. « Monsieur Dubois, il s'agit simplement d'une évaluation bienveillante. J'ai cru comprendre que vos enfants avaient des capacités exceptionnelles qui méritent d'être évaluées correctement. » Céleste, qui venait d'arriver avec les jumeaux de leur sortie au parc, comprit immédiatement la situation. « Papa, qui c'est le monsieur ?» demanda Léo. « C'est Dr Moreau, » expliqua Isabelle avant que Maxime puisse répondre. « Il est venu voir comme vous êtes intelligent. »« Comme un test ?» demanda Emma, immédiatement méfiante. « Exactement. Des petits jeux pour voir comme vous êtes doués. » Céleste intervint doucement. « Léo et Emma, allez jouer dans votre chambre. Les adultes ont besoin de discuter. » Quand les enfants furent répartis, la tension explosa. « Comment osez-vous débarquer ici avec un psychologue sans mon accord ?» s'emporta Maxime. « Parce que je m'inquiète pour mes petits-enfants, » répliqua Isabelle. « Regardez cette situation. Vous vous amourachez de leurs nounous. Vous négligez leurs besoins éducatifs spéciaux. Vous refusez d'envisager ce qui serait le mieux pour eux. Le mieux pour eux, c'est d'être aimés et acceptés tels qu'ils sont. L'amour ne suffit pas toujours, Maxime. Ces enfants ont des capacités exceptionnelles qui demandent un encadrement professionnel. » Dr Moreau tenta de jouer les médiateurs. « Peut-être pourrions-nous simplement observer les enfants dans leur environnement naturel, sans évaluation formelle, juste pour mieux comprendre leurs besoins ?»« Non, » dit fermement Céleste. « Ces enfants ont déjà vécu assez de stress. Ils n'ont pas besoin d'être observés et analysés comme des spécimens. »« Et vous, qui êtes-vous pour décider ?» attaqua Isabelle. « Leur mère ?» Le silence qui suivit fut glacial. Céleste pâlit, touchée en plein cœur. « Isabelle, ça suffit !» gronda Maxime. « Sortez d'ici, vous et votre psychologue, et ne revenez pas sans y être invité. Tu commets une erreur, Maxime, et ces enfants en paieront le prix. » Après leur départ, Céleste était effondrée. « Elle a raison, murmura-t-elle. Je ne suis pas leur mère. Je n'ai aucun droit légal sur eux. Si elle décide vraiment de nous créer des problèmes, » Maxime la prit dans ses bras. « Vous êtes plus leur mère que n'importe quelle femme au monde en ce moment. Vous les aimez, vous les comprenez, vous les protégez. C'est ça être une mère. Mais légalement, on va trouver une solution. » Cette nuit-là, Maxime prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Le lundi matin, Maxime demanda à Céleste de l'accompagner dans son bureau après avoir déposé les enfants à l'école. L'ambiance était tendue depuis la visite d'Isabelle et tous deux savaient qu'ils devaient prendre des décisions importantes. Dans l'immense bureau de Dubois Innovation, avec sa vue panoramique sur Paris et ses écrans de dernière génération, Céleste se sentait un peu intimidée.
C'était la première fois qu'elle voyait Maxime dans son environnement professionnel et elle réalisa à quel point leur monde était différent. « Asseyez-vous », dit-il en lui désignant un fauteuil en cuir face à son bureau. « J'ai réfléchi toute la nuit à notre situation. Maxime, si vous pensez que je devrais partir pour éviter les problèmes… » « Au contraire », l'interrompit-il, « je pense qu'il est temps qu'on officialise notre relation. » Céleste le regarda interdite. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Maxime se leva et commença à faire les 100 pas, comme il le faisait toujours quand il réfléchissait à des décisions importantes. « Isabelle utilise le flou de notre situation contre nous. Elle insinue que vous profitez de votre position, que notre relation est inappropriée, que les enfants sont en danger à cause de cette ambiguïté. Et vous pensez qu'officialiser les choses arrangerait la situation? Je pense que ça lui enlèverait ses principales armes. Elle ne pourrait plus prétendre que vous manipulez la situation ou que les enfants vivent dans un environnement instable. » Céleste sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ?» Maxime s'arrêta de marcher et vint se placer devant elle. Puis, à sa grande surprise, il mit un genou à terre et sortit un écrin de velours de sa poche. « Céleste Martin, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « voulez-vous m'épouser et devenir officiellement la mère de Léo et Emma ?» Le temps sembla suspendu. Céleste regardait l'homme qu'elle aimait, à genoux devant elle, lui offrant non seulement son cœur, mais aussi la chance de devenir officiellement la mère des enfants qu'elle chérissait déjà comme les siens. « Maxime, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, « je sais que c'est rapide, » continua-t-il. « Je sais que ce n'est peut-être pas la demande en mariage romantique dont rêvent la plupart des femmes. Mais je vous aime, Céleste. Je vous aime pour qui vous êtes, pour la façon dont vous aimez mes enfants, pour la façon dont vous avez transformé notre vie. Et je veux que le monde entier sache que vous faites partie de notre famille. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vous aiment déjà comme une mère. Hier soir, Emma m'a demandé si vous alliez devenir sa vraie maman un jour. Et Léo a dit qu'il aimerait bien que vous restiez pour toujours. » Céleste prit l'écrin dans ses mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague magnifique, un solitaire en diamant entouré de 2 petites pierres précieuses, une émeraude et un saphir. « Les pierres représentent les yeux de Léo et Emma, » expliqua Maxime, « pour que vous les portiez toujours avec vous. » Cette attention délicate acheva de la convaincre. Elle regarda l'homme qu'elle aimait toujours agenouillé devant elle et prit sa décision. « Oui, » dit-elle dans un souffle. « Oui, je veux vous épouser. Je veux devenir la mère de Léo et Emma. Je veux qu'on soit une vraie famille. » Maxime se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans son bureau pendant qu'elle riait et pleurait à la fois. Quand il la reposa, il glissa délicatement la bague à son doigt. « Maintenant, » dit-il en l'embrassant tendrement, « voyons bien comment Isabelle va réagir à ça. » L'après-midi, ils allèrent chercher les enfants à l'école ensemble, et Céleste portait fièrement sa bague de fiançailles. Dans la voiture, Maxime annonça la nouvelle. « Léo, Emma, Céleste et moi, nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Les jumeaux, assis à l'arrière, les regardèrent avec attention. « Nous avons décidé de nous marier, » dit Céleste. « Ça veut dire que je vais officiellement devenir votre maman. » La réaction des enfants fut immédiate et enthousiaste. « Pour de vrai ?» s'écria Emma. « Tu vas être notre vraie maman ?»« Si vous voulez de moi, » répondit Céleste en se retournant vers eux. « Oui, oui, oui !» crièrent les jumeaux en chœur. « Et on aura une vraie famille ?» demanda Léo. « Nous sommes déjà une vraie famille, » dit Maxime. « Maintenant, nous allons juste le dire officiellement au monde entier. »« Est-ce qu'on peut l'appeler maman maintenant ?» demanda Emma. Céleste sentit son cœur se gonfler d'émotion. « Si vous en avez envie, j'aimerais beaucoup ça. »« Maman Céleste !» s'exclama Léo. « Ça sonne bien !» Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête improvisée à la maison. Ils commandèrent des pizzas, sortirent une bouteille de champagne pour les adultes et du jus de fruits pétillant pour les enfants et célébrèrent leur nouvelle famille officielle. Les enfants étaient aux anges, dessinant des portraits de famille où ils représentaient 4 personnages souriants sous un grand cœur. Ils posèrent 1000 questions sur le mariage. Où ça se passerait? Qui viendrait? S'ils pourraient porter de beaux habits? Si Céleste porterait une robe de princesse? « On peut organiser la fête ?» demanda Emma. « Avec des décorations qu'on ferait nous-mêmes? Et des expériences scientifiques pour impressionner les invités ?» ajouta Léo. « Bien sûr, » rit Céleste. « Ce sera notre mariage à tous les 4. » Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Le lendemain matin, Maxime reçut un appel de son avocat. « Maxime, j'ai reçu une demande de Madame Dubois senior.
Elle souhaite faire évaluer la situation de garde des enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Elle prétend que les enfants ne reçoivent pas les soins appropriés et que leur environnement familial est devenu instable. Elle demande une évaluation officielle de leurs conditions de vie. Maxime sentit la colère monter en lui. Elle ne peut pas faire ça. Légalement, en tant que grand-mère, elle a certains droits, surtout si elle peut convaincre un juge qu'elle a des raisons légitimes de s'inquiéter pour le bien-être des enfants. Et nos fiançailles, ça va aider ou aggraver la situation. Ça dépendra de la façon dont elle présente les choses. Elle pourrait dire que vous vous précipitez dans une relation pour des mauvaises raisons, ou au contraire, on pourrait argumenter que vous stabilisez la situation familiale. Quand Maxime partagea cette nouvelle avec Céleste, elle pâlit. Elle ne va pas abandonner, n'est-ce pas? Non, et maintenant que nous sommes fiancés, elle va probablement intensifier ses attaques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se battre. Prouver que nous sommes la meilleure famille possible pour Léo et Emma, et espérer que la justice verra la réalité. 2 enfants heureux et épanouis avec des parents qui les aiment. Cette nuit-là, malgré leur bonheur d'être fiancés, ils s'endormirent avec l'angoisse de la bataille juridique qui s'annonçait. Isabelle avait déclaré la guerre et ils allaient devoir protéger leur famille naissante de toutes leurs forces. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, Maxime et Céleste savouraient leur bonheur nouveau et planifièrent leur mariage, avec l'aide enthousiaste de Léo et Emma, qui se révélaient être des organisateurs nés. De l'autre, ils devaient faire face à une procédure juridique de plus en plus complexe orchestrée par Isabelle. L'avocat de Maxime, maître Dubois, aucun lien de parenté malgré le nom, était un homme expérimenté qui avait l'habitude des affaires familiales délicates. La stratégie d'Isabelle est claire, expliqua-t-il lors de leur rendez-vous. Elle veut présenter votre situation comme instable et inappropriée pour les enfants. Elle a engagé un détective privé pour surveiller vos habitudes familiales. Un détective privé? S'indigna Céleste. Elle nous fait espionner? C'est légal, malheureusement. Et elle a déjà constitué un dossier, photos de vous ensemble, témoignages de certaines anciennes nounous qui décrivent les enfants comme ingérables, rapport sur les incidents à l'école avant votre arrivée. Mais tout ça, c'est du passé, protesta Maxime. Depuis que Céleste s'occupe d'eux, il n'y a plus eu aucun problème. C'est exactement ce qu'il faut prouver. Nous avons besoin de témoignages positifs. L'école, des professionnels, des amis de la famille. Céleste eut soudain une idée. Et si nous demandions une contre-expertise, un vrai psychologue pour enfants, pas celui qu'elle a amené, qui évaluerait réellement l'état psychologique de Léo et Emma? C'est une excellente idée, approuva l'avocat. Si nous pouvons prouver que les enfants sont non seulement stables mais épanouis, nous aurons un argument de poids. Ils prirent rendez-vous avec Dr Sophie Lemaire, une psychologue réputée spécialisée dans l'évaluation du bien-être des enfants. Contrairement au docteur Moreau amené par Isabelle, elle avait une réputation d'indépendance et de rigueur scientifique. La séance d'évaluation eut lieu un mercredi après-midi. Dr Lemaire était une femme chaleureuse d'une 40aine d'années qui mit immédiatement les jumeaux à l'aise. « Alors Léo et Emma, j'ai entendu dire que vous étiez des architectes et des scientifiques exceptionnels ?» Les enfants, ravis de pouvoir parler de leur passion, se lancèrent dans des explications détaillées de leur dernière création. Dr Lemaire les observait attentivement, prenant des notes discrètes. « Et vous vous entendez bien avec Céleste ?» demanda-t-elle naturellement. « Oh, oui !» s'exclama. « Emma Sander, maman Céleste, elle comprend tout ce qu'on fait, et elle nous aide à faire des choses encore plus belles. »« Maman Céleste », releva la psychologue. « C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, » expliqua Léo, « parce qu'elle va se marier avec papa et devenir notre vraie maman. » « Et ça vous fait quoi d'avoir une nouvelle maman ?» Les jumeaux échangèrent leur regard complice habituel. « C'est différent de notre première maman, » dit Emma avec cette sagesse touchante des enfants. « À notre première maman, on l'aimera toujours, même si elle est au ciel. Mais maman Céleste, elle est là maintenant, et elle nous aime comme on est. Et elle fait pas semblant d'aimer nos créations, » ajouta Léo. « Elle aime vraiment, et en plus elle nous aide à les améliorer. » Dr Lemaire continua son évaluation en demandant aux enfants de dessiner leur famille. Les résultats furent révélateurs. Ils dessinèrent 4 personnages souriants dans une maison colorée, avec des détails montrant leurs activités préférées. Papa dans son bureau, mais avec un grand sourire, maman Céleste dans la cuisine, avec des châteaux miniatures autour d'elle, et eux-mêmes en train de jouer joyeusement. « Pourriez-vous me parler des autres dames qui s'occupèrent de vous avant ?» demanda-t-elle. « Elles étaient pas méchantes, » dit Emma diplomatiquement. « Mais elles comprenaient.
Pas nos jeux. Elle voulait toujours qu'on arrête de faire nos expériences, ajouta Léo, même quand c'était pas dangereux. Et avec maman Céleste, c'est différent? Elle nous explique quand c'est dangereux et pourquoi, dit Emma. Et elle nous aide à trouver des façons de faire nos expériences sans danger. Elle nous traite comme des grands, conclut Léo, pas comme des bébés bêtes. À la fin de la séance, Dr Lemaire s'entretint séparément avec Maxime et Céleste. « Vos enfants sont remarquables, dit-elle. Ils ont une intelligence émotionnelle exceptionnelle pour leur âge. Et surtout, ils sont manifestement épanouis et sécurisés. Et concernant l'influence de Céleste, demanda Maxime, il parle d'elle avec un amour et un respect évidents. Plus important encore, il ne montre aucun signe de confusion ou de détresse liée aux changements familiaux. Au contraire, ils semblent avoir trouvé une stabilité qu'ils n'avaient apparemment pas avant. Vous pensez que nous pouvons utiliser cette évaluation dans la procédure ? Demanda Céleste. Mon rapport sera très favorable à votre famille. Ces enfants ne sont pas en danger, ils sont aimés et épanouis. Toute décision qui les séparerait de leur environnement actuel serait, selon moi, contraire à leur intérêt. Forte de ce rapport positif, l'équipe juridique de Maxime prépara sa défense. Mais Isabelle ne restait pas inactive de son côté. Une semaine plus tard, Maxime reçut la visite inattendue des services sociaux. Une assistante sociale se présenta pour une évaluation de routine des conditions de vie des mineurs du bois. « C'est suite à un signalement ?» demanda Maxime, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Nous avons reçu des inquiétudes concernant la stabilité de l'environnement familial », répondit l'assistante sociale, Madame Durand, une femme professionnelle mais visiblement mal à l'aise avec sa mission. Heureusement, Céleste était préparée à cette visite. L'appartement était impeccable mais vivant, avec les créations artistiques des enfants soigneusement exposées, leurs livres et jouets éducatifs bien rangés, et une ambiance chaleureuse et familiale évidente. « Puis-je voir les enfants ?» demanda Madame Durand. Léo et Emma, prévenus par leurs parents, accueillirent l'assistante sociale avec politesse. Ils lui firent fièrement visiter leur chambre, lui montrèrent leur dernier projet et répondirent à ses questions avec la sincérité naturelle des enfants heureux. « Vous vous plaisez à l'école ?» demanda-t-elle. « Oh oui, maintenant on est les assistants de la maîtresse », expliqua Emma. « On aide les autres enfants et on fait des expériences scientifiques. Et vous vous entendez bien avec Céleste ? Avec maman Céleste. Elle est formidable, s'exclama Léo. Elle comprend tout ce qu'on aime faire et elle nous apprend plein de choses nouvelles. Vous n'êtes pas triste que papa se marie avec elle ? Emma réfléchit sérieusement à la question. Non, parce que papa, il est plus heureux maintenant, et nous aussi. Et puis notre première maman, elle aurait voulu qu'on soit heureux. Cette réponse d'une sagesse troublante fit visiblement impression sur l'assistante sociale. À la fin de sa visite, Madame Durand prit Maxime et Céleste à part. « Je dois être honnête avec vous, dit-elle. J'ai vu beaucoup de familles en difficulté dans ma carrière. Vos enfants ne montrent aucun signe de détresse ou de négligence. Au contraire, ils semblent particulièrement épanouis et bien dans leur peau. Merci, dit Céleste avec soulagement. Cependant, continua l'assistante sociale, la personne qui a fait le signalement a beaucoup d'influence et elle ne va probablement pas accepter facilement un rapport positif. Attendez-vous à d'autres. Vérification. Effectivement, dans les semaines qui suivirent, ils durent faire face à une série de contrôles. Visite surprise de l'inspection académique à l'école, vérification des dossiers médicaux des enfants, enquête sur les antécédents de Céleste. Chaque fois, les résultats étaient positifs. L'école confirma l'amélioration spectaculaire du comportement des jumeaux. Leur pédiatre attesta de leur excellent état de santé physique et psychologique. L'enquête sur Céleste ne révéla que d'excellentes références académiques et personnelles. Mais Isabelle avait encore une carte à jouer et elle attendait le bon moment pour l'utiliser. Cher lecteur, que pensez-vous de cette bataille juridique ? Isabelle ira-t-elle trop loin dans sa quête de protection des enfants ? Et comment Maxime et Céleste vont-ils réussir à préserver leur bonheur familial face à tant d'obstacles ? Laissez-nous vos impressions en commentaire.